19h, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 23 juin. 31 familles de Atimaono doivent vider les lieux, en a décidé la Cour de cassation. Une expulsion qui planait déjà sur la tête de ses locataires depuis plus de 10 ans. Certaines y habitent depuis plus de 50 ans et ne veulent pas quitter la terre où elles ont vécu la moitié de leur vie. Le secteur aérien affiche un large sourire. Depuis l'an dernier, le trafic passager poursuit sa progression, même si les chiffres restent toujours en dessous de la période d'avant-crise. Et pour commenter cette actualité, entre autres, nous recevons le président de la Polynésie, Edouard Fritsch, est notre invité ce soir. 20 recommandations pour dessiner une politique française des grands fonds marins. Parmi elles, les sénateurs demandent une plus grande association des Outre-mer aux décisions, mais aucun moratoire clair sur l'exploitation. C'est la prudence qui est recommandée. L'excellence récompensée à l'université, les majors de promotion de l'université gratifiés à la hauteur de leur rendement, portrait d'un futur spécialiste en intelligence artificielle et d'une juriste d'exception à découvrir dans cette édition. Elles vivent sur ces terres depuis 50 ans. Selon leurs mots, les 31 familles d'Atimaono sont sommées de quitter les lieux au plus tard le 30 juin. Selon la Cour de cassation, elles occupent illégalement ces parcelles appartenant au pays. Une bataille qui se joue depuis 10 ans, mais aujourd'hui, plus de recours possible. Élodie L'Argenton, Mirko Vanfo. Anne-Marie vit ici dans l'une de ces petites maisons faites de tôle et de bois, juste au-dessus du terrain de golf d'Atimaono. Ça fait 13 ans qu'elle s'est installée là et elle ne compte pas partir. Moi, tout ce que je vous demande, que vous me prouviez comme quoi que notre ancêtre a vendu ce qu'il appartient. Et puis moi, j'ai fait des recherches. Il n'y a qu'une seule partie que notre Tupuna a vendue. C'était Pohuetawe qui se trouve dans le golfe. 3 décisions de justice ont pourtant été rendues depuis 2017, toutes en faveur du pays. Des agents se rendent donc régulièrement sur place pour demander aux familles de partir, mais aussi les mettre en relation avec l'OPH pour trouver des solutions de relogement. Il y aura toujours de toute façon des personnes qui n'accepteront probablement jamais de partir. Et à ce moment-là, on devra utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, y compris les moyens que la loi nous octroie. Aucune date butoir n'a été décidée. Le pays privilégie la communication avec les familles, mais la menace des gendarmes est bien là. Moi, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'ici, chez nous, il y a des matayapo, il y a des enfants, et on a nos animaux, on a notre faapo. Comme on dit, quand on a une terre, on peut planter pour pouvoir récolter et vendre pour qu'on puisse vivre. La direction des affaires foncières a recensé 31 familles, 87 personnes pour qui il faut trouver une solution pour pouvoir ensuite valoriser ces terres. Ce terrain a un potentiel immense. On est sur l'île de Tahiti, on est dans la zone périurbaine. Des projets de développement économique peuvent très bien s'y développer. Encore faut-il que ce terrain soit disponible. 40 hectares de terrain, des anciens champs de canne à sucre. Parmi les projets proposés ces dernières années, il y avait la réhabilitation de la distillerie. Mais face à la détermination des familles occupantes, l'idée a été abandonnée. Le trafic aérien reprend en Polynésie, même si les visiteurs ne sont pas encore aussi nombreux qu'avant la crise sanitaire. Avec plus d'1 200 000 passagers l'an dernier, la Polynésie reste une destination attractive aussi bien pour les étrangers que pour les locaux. Le point avec Lucille Guichet-Tirao et Patita Savia. Une accalmie sur le front sanitaire et les voyageurs reprennent l'avion. 19% de hausse en 2021 par rapport à 2020, année noire pour le secteur aérien. À l'aéroport de Tahiti-Faa'a, seule porte d'entrée à l'international, les soirs d'arrivée sont très encombrés. Pourtant, la fréquentation reste encore très en dessous des chiffres avant crise. Les mesures de restriction entraînent plutôt une baisse de trafic, mais par contre, ce qui est très positif, c'est que dès que les mesures de restriction sont levées, les passagers reviennent, les touristes reviennent. Ça, c'est une vraie leçon qu'on a appris de cette crise, c'est que la Polynésie française reste une destination très, très attractive. Et la vraie tendance, c'est le boom du trafic domestique. Les liaisons inter-îles redémarrent plus vite et plus fort, une fréquentation qui se ressent auprès des acteurs du tourisme. Après 2 années difficiles, aucune pension membre de la TAPF n'a mis la clé sous la porte.
2022 s'annonce comme un bol d'oxygène. Tout est bon, réservation pratiquement full jusqu'à la fin de l'année et démarrage des réservations pour 2023. La reprise du trafic aérien à un niveau équivalent avant la crise est attendue pour 2023. Et pendant ce temps, à Paris, les députés de la Polynésie ont fait, vous le savez, leur rentrée parlementaire. Leurs tenues atypiques ont attiré les projecteurs. C'est surtout Temat Legaï qui intéresse les médias par rapport à son âge. Invité sur plusieurs plateaux de télévision, le plus jeune député de l'Assemblée clame haut et fort que la Polynésie est dans un rapport de subordination avec l'État. Il parle de décolonisation. On l'écoute sur France Info. Le fait d'avoir 3 députés indépendantistes, c'est évidemment la mise en place du processus de décolonisation. Vous aviez des mots, vous aviez des mots plus pesés dans l'interview que vous avez donnée à Ouest France. Vous disiez coopération plutôt que subordination. Là, vous nous dites décolonisation. Oui, bon, c'est pas un gros mot. Il y a plus d'affect ou d'enjeu dans décolonisation que subordination ou coopération. Oui, bon, c'est la situation actuelle. Nous sommes dans une situation de colonisation, de subordination, où c'est l'État qui décide la manière dont les Polynésiens doivent vivre. Tout de suite, notre invité, Monsieur le Président, Yarana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Ça vous fait quoi d'entendre l'un des députés élus représentants de la Polynésie parler d'autodétermination et de colonisation sur l'échelle nationale ? Ce n'est pas une surprise. En fin de compte, on connaît bien aujourd'hui les objectifs que s'est imposé le Tavini Wiratira. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, effectivement, Oscar Temaru, disposant maintenant de moyens importants au niveau de l'Assemblée nationale, veuille relancer ce sujet depuis tellement de temps discuté ici, celui de l'indépendance. Mais vous savez, permettez-moi d'adresser mes félicitations, parce que je n'ai pas eu effectivement le temps publiquement de le faire. Je voudrais les féliciter de leur élection, tous les 3 et surtout les 2 jeunes, qui vont aujourd'hui faire l'expérience de l'Assemblée parlementaire. Mais surtout, j'ai envie de leur souhaiter beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, parce que effectivement, les dossiers vont être des dossiers importants pour le pays. C'est comme tel, en tous les cas, c'est comme cela que je voyais nos candidats à l'Assemblée nationale. Et effectivement, je l'espère en tous les cas pour l'avenir, qu'on ne se contente pas de parler de décolonisation, et uniquement de décolonisation à Paris. Cela vous inquiète pour vos rapports avec l'État dans les prochaines années ? Bien sûr que j'aurais souhaité qu'au moins un de nos candidats soit élu, parce qu'effectivement, j'ai besoin d'avoir des liens aussi avec les parlementaires et le Parlement. Bon, je vais utiliser ceux qui sont actuellement à Paris. Vous allez travailler avec eux ? Bien sûr, je leur ai envoyé un courrier hier ou aujourd'hui pour les inviter à une rencontre dès leur retour de Paris. Je compte bien m'appuyer naturellement, parce que ce sont des députés polynésiens, ils représentent la Polynésie, compter sur eux pour faire passer certains de nos dossiers importants, que ce soit sur le statut ou sur le budget de la nation. Alors, pour revenir sur ces élections législatives, il y a eu un vote contre le Tapura, un vote sanction, vous l'affirmez vous-même. À votre avis, qu'est-ce que les électeurs ont sanctionné ? Le mariage de Thierry Alpha sans complexe et sans masque en plein Covid ? Vous savez, vous m'invitez en tant que président du gouvernement. Effectivement, en tant que responsable de l'exécutif, j'ai pris à mon compte, je l'ai dit à plusieurs reprises, certaines erreurs que nous avons fait, certaines maladresses. Par exemple, ce que vous venez de dire, le mariage de mon vice-président, effectivement, qui a fait l'objet de contestation sans nom, parce que en fin de compte, cette contestation a duré pratiquement, on va approcher l'année là bientôt, et c'est ce qui nous est fait comme reproche. Puis il y a d'autres erreurs. Je pense que effectivement le fait que certains d'entre nous n'appliquent pas les lois, les règlements que nous avons nous-mêmes votés. Vous parlez de la vaccination. Bien sûr, je parle de la vaccination obligatoire.
je ne regrette pas la vaccination obligatoire, parce qu'en fin de compte, cela nous a poussé malgré tout à atteindre le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous sommes bien contents de vivre normalement et d'avoir une économie qui commence à fonctionner. Mais c'est le non-respect par certains. Et puis il y a d'autres choses aussi, je pense au 1% qui a été mis en place pour venir sauver nos allocations familiales, sauver nos retraites. Et aujourd'hui, c'est un geste que je ne regrette pas parce que j'ai voulu effectivement privilégier l'urgence sociale au calendrier électoral. Mais visiblement, pour la population, ce ne sont pas des urgences sociales. Oui, mais je pense que la population l'appréciera parce que vous savez qu'entre-temps, le gouvernement aussi a mis en place tous les moyens pour tenter de juguler l'augmentation du coût de la vie, les produits qui s'emballent aujourd'hui avec des prix qui nous dépassent. Nous avons mis des moyens. Mardi prochain, à l'Assemblée de Polynésie française, je vais faire voter par l'Assemblée des crédits supplémentaires pour alimenter ce bouclier qui va nous permettre de juguler et surtout d'alimenter ce fonds qui nous permet de maintenir l'essence au prix où nous avons eu jusqu'au mois de juin dernier. Qui devrait augmenter prochainement. Parce que, vous savez, nous n'avons pas non plus les moyens de contrôler tout cela. Vous savez que j'ai compté sur une stabilisation du prix du baril au mois de juin-juillet, mais c'est le contraire qui s'est produit puisqu'il n'a cessé d'augmenter. Et il en est de même pour les matières premières pour la construction, pour l'alimentation. Tout est en train de flamber aujourd'hui, mais ce n'est pas de notre fait. Et c'est un petit peu cela qui a créé le flou dans la réflexion des uns et des autres. C'est que cette taxe d'1% est venue en fin de compte alimenter. Alourdir, même pas alourdir, parce que l'augmentation du coût de la vie, vous le savez, est au-delà de 7-8% et au-delà même pour certains des produits. C'est pas le 1% qui va venir aggraver cette situation. Mais c'est vrai que nous en avions tellement besoin. Et grâce à ce 1%, nous pourrons consacrer de l'argent plutôt pour alimenter nos boucliers de protection de l'augmentation du coût de la vie. Mais il y a aussi une partie de la population qui parle d'arrogance et même de mépris. Est-ce que selon vous, c'est cette image aussi qui a été sanctionnée? Elle était là, l'erreur? Vous savez, j'ai toujours essayé de gouverner en bon père de famille. Je ne crois pas qu'à un moment donné, j'ai méprisé ma population. Bien au contraire, effectivement, j'ai pris, depuis la crise du Covid, mon souci principal a été la protection de ma population. La protection contre la Covid, qui effectivement jusqu'à présent cause des dégâts que nous ne maîtrisons pas non plus. Le deuxième sujet, ce fameux 1% et le reste qui a été mis en place, c'est pour protéger ma population contre la flambée des prix dans notre pays. Donc, alors, est-ce que c'est du mépris que d'imposer 1% Je ne crois pas. Est-ce que c'est du mépris que d'augmenter quelques impôts comme les cotisations, la CST pour les salariés? Je ne crois pas. Mais j'essaie de prévenir les difficultés que nous pouvons avoir. Je ne vois pas notre population demain ne plus toucher ses allocations familiales et ses allocations vieillesse. Je pense en particulier à ceux qui n'ont pas de salaire. Mais est-ce que vous vous remettez en question après les résultats de ces élections? Bien sûr, sachez que depuis lundi, je fais qu'écouter, et j'enregistre bien sûr tous les reproches qui me sont faits, car j'en suis vraiment, je ne veux pas mettre ça sur le dos de la majorité, j'en suis le premier responsable. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous un peu plus tard. C'est le résultat de 5 mois de travail et de 70 auditions auxquelles a participé Teva Rohfritsch. La mission d'information Fonds marins du Sénat vient de rendre sa feuille de route dans laquelle elle propose 20 recommandations pour dessiner une politique française des grands fonds marins. Si les sénateurs excluent tout moratoire sur l'exploitation, comme le recommandait en septembre dernier l'UICN et plusieurs ONG, ils recommandent toutefois de rester précautionneux. Pierre Lacombe et Nordine Bensmaï. Il nous fascine et nous interroge. Les océans. 71% de la surface du globe, 3800 mètres de profondeur en moyenne. Une immensité d'eau salée que l'on connaît mal. 90% de nos océans n'ont jamais été explorés. Voilà qui pourrait bien changer. La course aux grands fonds marins est désormais lancée et pour le sénateur polynésien Teva Rohfritsch, la France ne doit pas manquer le départ. Il faut que nous connaissions ces grands fonds marins, nous puissions mesurer l'impact pas simplement de l'exploitation éventuelle, mais de l'introduction de l'homme ou de ses machines dans ces abysses.
Et c'est en ce sens qu'il nous semble qu'il y a au moins une dizaine d'années à passer pour que nous puissions mettre en place tous ces outils pour faire en sorte qu'ensuite, le Parlement, au plus haut niveau, avec l'État, puisse prendre des décisions au nom de tous les Français, d'exploitation ou de protection. Pour rédiger leur rapport sur les grands fonds marins, les sénateurs ont observé la Norvège. Ce pays, confronté au déclin de ses ressources en pétrole, a déjà sa feuille de route pour commencer les explorations. L'État norvégien et les entreprises avancent de concert. Ce n'est pas encore le cas en France. Si on n'avance pas suffisamment fort actuellement, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas de volonté politique suffisamment affirmée, malgré les objectifs clairement définis par le président de la République. Donc on a besoin d'avoir une organisation de l'administration qui soit structurée pour que le sujet avance. Les sénateurs demandent à l'État de relancer sa politique des grands fonds marins, de revenir à un ministère de la mer de plein exercice et d'associer davantage les Outre-mer. Nos territoires occupent 97% de notre domaine maritime. J'ai tenu pendant toute cette mission, au travers des 70 auditions que nous avons pu mener, aussi organiser des tables rondes par bassin océanique pour pouvoir associer, consulter nos exécutifs des différentes collectivités d'outre-mer parce que je pense que leur place est là. Des années d'exploration seront nécessaires pour mieux connaître cet univers froid et obscur avant d'envisager une éventuelle exploitation des ressources minières. À ce jour, seuls 4 êtres humains ont plongé à plus de 10 000 mètres de profondeur. Edouard Fritsch, l'exploitation des fonds marins a été un argument de campagne aussi du Tavini Huir Attira. Entendre ces conclusions, ça vous rassure? Est-ce que pour vous, en a le temps, il ne faut pas se précipiter? Il ne faut surtout pas se précipiter. Vous savez, on fait beaucoup d'efforts. La Polynésie fait beaucoup d'efforts pour préserver sa richesse océanique. Nous avons le plus grand sanctuaire marin. Nous essayons de nous battre au niveau du Pacifique contre les pêches illicites, contre les moyens de pêche utilisés par les grandes nations. Donc, bien sûr que ce serait d'un illogisme sans nom si un jour on disait « oui, venez chez nous explorer, exploiter les fonds marins ». Il n'en est pas question. Vous êtes contre, Donc je suis contre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre l'exploration et l'exploitation. Les débats qui ont eu lieu, en fin de compte, j'ai eu l'impression qu'on débattait sur un sujet dont on connaît mal le contenu. Qu'avons-nous réellement dans nos fonds marins? Qu'avons-nous? On parle de terres rares, on parle de nodules polymétalliques, on parle de beaucoup de choses, mais en fin de compte, personne ne sait encore aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a au fond de ces fonds marins. C'est ce que veulent lancer une partie des élus nationaux, à savoir de lancer l'exploration afin de mieux connaître les fonds marins. Il faut en discuter, mais nous sommes compétents dans cette matière. Et je vous assure qu'aujourd'hui, nous regarderons par 2 fois. Il n'est pas question que l'on vienne polluer nos fonds marins, parce que c'est comme ça que je vois aujourd'hui l'exploitation de ces fonds marins. Votre position est claire en tout cas. Le sénateur de la Polynésie et vice-président du Tapura aussi, qui demande au gouvernement d'agir en urgence en faveur du pouvoir d'achat et de l'emploi des Polynésiens. Il reconnaît donc que peu de choses ont été faites ou mal faites. Ce sont des propos durs pour son camp et donc le vôtre. Oui, j'aurais souhaité qu'on en parle avant qu'on utilise les moyens modernes pour reprocher au gouvernement de n'avoir rien fait, comme vous le dites. Ça veut dire qu'il y a des dissensions au sein de votre Non, c'est pas qu'il y a des dissensions. Bon, c'est des méthodes de travail, naturellement, que je ne peux pas accepter. Parce que la Polynésie est toute petite. Depuis le début de la semaine, je consulte les maires, je consulte les élus, j'ai consulté le MEDEF, je consulte tout le monde. Bon, maintenant que ce message m'arrive aujourd'hui, mais bien sûr que j'ai envie de lui dire que je suis conscient que beaucoup de choses ont été faites. Malgré tout, vous venez de parler de l'explosion du trafic aérien chez nous. Vous croyez que les pensions de famille auraient pu reprendre de l'activité, les hôtels auraient pu reprendre de l'activité s'ils n'avaient pas été soutenus pendant ces 2 années de perturbation que nous avons connues? Nous avons injecté de l'argent, du dièse. L'État a mis beaucoup d'argent, vous le savez. C'est ce qui nous a permis de préserver notre outil de travail. Et dès lors où le ciel était ouvert, tout le monde a été prêt à reprendre le travail. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que il y a peut-être une différence d'interprétation, mais je pense que le gouvernement a quand même très bien travaillé ces 2 dernières années. Bon, maintenant, il y a peut-être des choses qui
sont mal expliquées. Il y a peut-être une information qui n'est pas complète, et d'où ces différences d'interprétation. Mais enfin, je pense que nous avons fait le maximum. Il faut peut-être parfaire. Là, ok, je suis d'accord. Il y a des choses nouvelles qu'il faudra envisager de faire, ne serait-ce que sur la méthode, les comportements, par exemple, pour ne pas reproduire ce qui a été fait. Sur les méthodes de travail, vraisemblablement, il faudra que je repense l'action du gouvernement. Il faudra une refondation de notre politique. Vous allez mettre de nouveaux visages, par exemple, comme le Taveni. Il faudra effectivement mettre de nouveaux visages, des visages qui soient effectivement aussi pleins de compétences, pleins de volonté, parce que la politique, on ne bombarde pas les gens en politique, on ne les parachute pas en politique, il faut les préparer, sinon on a d'autres problèmes qui viennent se greffer derrière. Mais bien sûr qu'il faudra aussi que nous renouvellions notre classe à nous au Tapura. Très rapidement, Monsieur le Président, une partie de la population a du mal à s'en sortir, vous nous en parliez tantôt, et encore plus depuis donc cette fameuse taxe sociale mise en place en avril. Vous avez donc annoncé une hausse du prix de l'essence prochainement. Comment faire redonner du pouvoir d'achat en pleine crise mondiale? Alors, vous savez, il faut pas non plus mélanger les choses. Je pense que c'est pas le 1% qui a provoqué la flambée des prix. C'est pas le 1%. C'est une inflation. C'est partout dans le monde. Il y a une augmentation des prix. Et tout le monde a augmenté ses prix parce qu'effectivement, il faut réparer les 2 années d'inactivité. Le transport maritime nous est fatal aujourd'hui. Les prix de fret ont triplé pour certaines de nos destinations. Donc, voilà, ce n'est pas le 1%. Mais par contre, on oublie de dire que le gouvernement, malgré tout, a mis des moyens en place. Vous savez très bien que nous avons protégé les PPN, nous avons mis d'autres produits dans les PPN. Là, demain, j'ai demandé à ce que les couches de bébés, par exemple, soient aussi intégrées au PPN, que ce qui concerne les femmes soit intégré au PPN. Donc, il y a des mesures que nous devrons prendre et qui vont coûter au pays. Aujourd'hui, l'augmentation de l'essence est inévitable pour nous. Nous allons payer, vous allez payer, nous allons tous payer 7 milliards, les fameux 148 francs pendant les premiers semestres de l'année. Donc on ne peut plus tenir. Et comme le prix du baril ne cesse d'augmenter, eh bien on va être obligé de s'y mettre. Alors, comment vous allez faire? Mais là aussi, mon souci a été quoi en bloquant ces prix des hydrocarbures? Mon souci a été le d'été aussi, parce que les conséquences de l'augmentation du gazole et de l'essence touchent beaucoup de secteurs. Je pensais au secteur de la pêche, etc., etc. Donc il faut effectivement bien peser les choses, mais aujourd'hui nous sommes dépassés. Le prix du baril est en train de flamber, continue à augmenter, donc on va être obligé de le faire. Mais ce qui me rassure, entre nous soit dit, ce qui nous rassure, c'est que ces personnes dont vous parlez, ces petites gens, effectivement, qui sont dans des quartiers difficiles, qui vivent une pauvreté sans nom, ces personnes ne roulent pas en voiture. Ces personnes-là, effectivement, vont subir l'augmentation du courant électrique s'il y a augmentation, mais ils ne roulent pas en voiture. Je pense que les véhicules appartiennent à des gens qui ont quand même quelques moyens. Si on prend un véhicule, c'est qu'on a... Donc, il faut effectivement répartir la prise en compte de cette solidarité, mais je le fais avec beaucoup de peine, parce que j'aurais souhaité effectivement que nous puissions encore un moment maintenir tout cela pour pouvoir réorganiser la reprise économique, parce qu'il faut derrière créer des emplois, il faut s'occuper de notre jeunesse, il y a tellement de choses à faire. Enfin, voilà, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir été avec nous ce soir. Remise en liberté depuis mars 2021 à la suite d'un vice de forme. L'ancien guide touristique Yanim Ey, arrêté en 2017 pour un trafic d'ice de plus de 3 kilos, est de nouveau impliqué dans une affaire de stupéfiants. Une information révélée par nos confrères de Tahiti Info. Lui et 2 autres personnes ont été interpellés le 15 juin dernier dans le cadre de l'importation par voie postale de 300 grammes d'ice. Placés en détention provisoire, ils seront jugés le 28 juillet prochain. Ka'ohatini, la nouvelle navette des Marquises Nord, a réalisé sa première apparition hier à Uapau. Basée à Taiohae, elle peut transporter 60 passagers et 7 tonnes de fret. Le navire est également équipé pour les évacuations sanitaires. Pourvu de 2 moteurs de 500 chevaux chacun, elle navigue jusqu'à 15 nœuds et possède une autonomie de navigation de 50 heures. Le coût de cet investissement, supporté entièrement par le pays, s'élève à plus de 178 millions de francs pacifiques. Joseph Kaiha exprime sa satisfaction au micro de Lionel Tehamwana. C'est utile pour le transport du Nord, aussi bien
les passagers qui vont vers l'avion, également les sportifs, tous les événements au niveau du Nord. Mais nous avons aujourd'hui un bateau, le Kaawati Nicolas. Merci également au pays parce que c'est un bateau que le pays a financé et aujourd'hui ça va être géré par la communauté de communes de l'archipel des Marquises et puis un grand kawa tous les Hekaïki, à notre président Benoît Kautaï qui a œuvré depuis le début pour ce bateau et c'est pas encore fini parce qu'on espère qu'on aura la détaxe au niveau du carburant, ça va alléger le coût de fonctionnement de ce bateau qui est le Kaawati. Le navire a réalisé sa première traversée vers Nukuhiva avec à son bord des élus municipaux qui se rendaient sur l'île voisine pour un conseil communautaire de la CODIM. Ils sont 17 étudiants à être récompensés pour leur excellent travail réalisé durant leurs années universitaires dans leurs filières respectives. À la clé, un chèque de 100 000 francs offert par des partenaires pour les licences, 50 000 pour les DUT. La cérémonie de remise des attestations est une tradition de l'établissement pour mettre à l'honneur le travail, la motivation et la rigueur dont ils ont fait preuve. Nous allons rencontrer deux d'entre eux. Le premier est le meilleur élève de la filière informatique, le second en droit général. Ils poursuivent en master pour se dessiner une belle carrière. Rencontre signée Nicolas Suir et Teiva Ribé. À 21 ans, Kohio a tout du geek. Il passe 90% de son temps devant son ordinateur. D'après ses parents, il n'a jamais rencontré de difficultés scolaires. Aujourd'hui, il est le major de sa promotion en 3e année de licence informatique à l'université avec 16,87 de moyenne générale. On a toujours été premier de la classe quasiment, sans qu'on s'en occupe vraiment, sans qu'on ait à suivre quoi que ce soit. J'ai fait une dispo de 4 ans. Et c'est moi, en fait, quand il est arrivé en maternelle, juste en face, il savait déjà lire. Dans la famille, un licencié, c'est le premier que je connaisse. Enfin, qu'on est, plutôt. Donc, il y a de quoi être fier, évidemment. Mahana, elle, aime arpenter les rayons de la bibliothèque universitaire qu'elle connaît d'ailleurs très bien. Elle y étudie et y exerce une activité de tutorat. Grâce à un travail studieux et acharné, elle est major de sa promotion en droit général avec plus de 16,5 de moyenne en 3e année de licence. La bibliothèque, c'est un endroit calme, on est entouré de livres, on est entouré d'une bonne ambiance de travail parce que tout le monde travaille. Donc c'est un bon endroit, la bibliothèque pour les étudiants. Kohio nous montre avec une certaine fierté le programme d'archivage de dossiers qu'il a réécrit lors de son stage en entreprise. Un programme déficient qu'il a rendu performant à lui seul en 2 semaines. Ses compétences lui ont valu bien plus que des éloges. On m'a proposé de m'embaucher en CDI, mais j'ai dû refuser car je préférais continuer mes études. Déjà parce que j'aime étudier, voilà, j'aime apprendre. Et je me suis dit que continuer mes études me permettrait de peut-être trouver de meilleures opportunités. À force de travail, Mahana est devenue une étudiante modèle, plébiscitée par ses professeurs, mais également par son petit ami, avec qui elle partage sa vie depuis 3 ans. Elle pouvait se coucher à minuit, à 2h, à 3h du matin, juste pour finir un devoir qui comptait même pas 20% de la note finale. Et partout, elle ramenait des 18, des 19, des 20. Elle a même une matière où elle a 20 de moyenne. Kohio s'est inscrit en master à l'université de Bordeaux. Très intéressé par l'intelligence artificielle, il souhaite travailler pour des entreprises entièrement dédiées à la robotique. Mahana, quant à elle, à l'issue de son master, souhaite intégrer l'administration publique ou être juriste dans une entreprise et espère créer un jour sa propre société d'import-export. Du côté des îles Mariannes présentes, Haïti se hisse à la 2e place au tableau des médailles grâce à la belle performance des athlètes hier. Benjamin Zorniotti en compte 3 après s'être imposé en triathlon et en aquathlon. L'athlète de 28 ans vient à bout des 5000 mètres, une course qu'il a maîtrisée de bout en bout. En lancer de poids, Toumat Ey Dauphin était aussi perçu comme l'une des meilleures chances de l'athlétisme tahitien et celui-ci n'a pas déçu. Il s'offre la médaille d'or avec un G mesuré à 15,55 m. Nous retrouvons sur place Myritou Matari. À Fadaï, Tahiti s'est hissé à la 2e place au tableau des médailles. 40 médailles pour le moment, dont 13 or, 12 argent et 15 de bronze. Au golf, Tahiti est 3e par équipe. En tennis, Gillian Osman va tenter de nous décrocher le bronze face à Fidji. Actuellement, je me trouve au large de Saipan où se déroule le marathon V6 des hommes que nous attendons. On espère qu'ils décrocheront l'or comme les femmes ce matin en beach volley.
Et ne manquez pas notre page spéciale juste après ce journal. L'information principale de cette édition, le secteur aérien affiche un large sourire. Depuis l'an dernier, le trafic passager poursuit sa progression. En 2021, plus d'1 million ont franchi les portes des aéroports gérés par ADT. Les liaisons inter-îles redémarrent plus vite et plus fort que l'international. Elles représentent actuellement 68% du trafic contre 50% avant la crise sanitaire. La Polynésie reste donc une destination attractive et les locaux se reportent sur le tourisme local. Demain, nous parlerons culture dans votre émission L'Invité Café. Ibrahim Ahmed Aziz recevra Ernest Sinchan. Le psychologue et ethno-analyste présentera son album musical sur la musique locale et l'identité polynésienne. Et demain, Tahiti Info fait sa une sur le retour de 2 poilus 105 ans après. La première vous propose ce soir de rencontrer de nouvelles familles polynésiennes dans votre émission Pa'Waura et vous pourrez suivre 2 épisodes de la série Elementary. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée. Je souhaite bonnes vacances aux écoliers. Élodie L'Argentan sera aux commandes de vos journaux du week-end. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.